Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo complètement qui sort de l'ordinaire. On va faire une vidéo sur le FIV, enfin sur la FIV avec DPI. C'est une vidéo qui était hyper importante pour moi de faire puisque je vais entamer cette démarche. On l'a entamée depuis plus d'1 an, mais on a enfin eu un rendez-vous qui est la semaine prochaine. Et donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça, vous faire un point, vous expliquer c'est quoi le DPI, pourquoi, est-ce que ça fonctionne, les taux de réussite, les taux d'échec, les démarches qu'il faut faire, les étapes, etc. C'est vraiment la vidéo de base, donc vous allez voir que je vais beaucoup lire parce que j'ai pris mon document que l'on m'a envoyé pour mieux illustrer, parce que moi clairement quand je parle de sujets comme ça je m'embrouille un petit peu, ce qui est normal parce que je ne suis pas médecin et que j'ai pas encore vécu ce processus, mais que j'ai uniquement pour l'instant fait les premières démarches qui sont quand même très contraignantes et très longues. Donc déjà je vais faire un avant-propos, je vais lire la trame que l'on m'a envoyée lorsque j'ai fait cette démarche pour vous expliquer un petit peu c'est quoi, vous présenter un petit peu le concept du DPI, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas un petit peu la chose, et je vais vous expliquer pourquoi nous on a recours à ça après par la suite pour celles et celles qui ne connaissent pas. Donc le diagnostic préimplantatoire dit DPI est proposé aux couples qui risquent de transmettre à leur enfant une maladie génétique d'une particulière gravité au moment où la démarche de DPI est initiée. L'intérêt de cette technique est de pouvoir réaliser un diagnostic génétique sur un embryon obtenu par fécondation in vitro avant qu'il ne soit porté par la femme. Le couple peut donc débuter une grossesse avec un embryon non atteint de la maladie recherchée. Donc nous, pour vous expliquer pourquoi on a cette démarche-là, on a été parents d'une petite fille qui s'appelle Fanny, on est toujours parents pour nous, mais voilà, qui s'appelle Fanny, qui est décédée le 19 mai 2017 des suites de sa maladie qui est l'amyotrophie spinale infantile. Donc si vous ne connaissez pas tout ça, si vous ne me connaissez pas et si vous ne connaissez pas mon histoire, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo qui va tout vous expliquer. Je vous parle de sa maladie, de son décès, de comment on l'a appris, de c'est quoi cette maladie, des risques de transmission, etc. Je ne vais pas tout récapituler dans cette vidéo, c'est vraiment une vidéo sur le DPI, sur comment ça se passe, comment ça va se passer, mes peurs, mes interrogations, c'est vraiment sur ça. Si vous voulez remonter plus haut, voir mes vlogs de grossesse, voir mon vlog d'accouchement, tout ça, j'ai fait une playlist, je vous mets tout ici. Comme ça au moins vous revenez quand vous avez vu tout ça pour pas trop vous spoil et que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment. Donc ce document, ce que je suis en train de lire, vous présente les différentes étapes du DPI, le rôle des professionnels de santé qui vont vous accompagner le long de cette démarche et qui traitent des aspects médicaux, administratifs, réglementaires liés au DPI. Alors, ce document-là, il va beaucoup m'assister pendant toute cette vidéo parce que je vais énormément le lire, je vais vous montrer les images et je vais m'appuyer dessus parce que c'est un document qui a été fait par des professionnels. Donc au moins, comme ça, vous allez bien comprendre les choses. Alors ça, c'est hyper important. La première naissance obtenue grâce au DPI a eu lieu en 1990. En France, c'est autorisé et légal depuis 1999 et 160 bébés sont nés à la suite d'un DPI depuis 2013. Le DPI est une pratique très encadrée, notamment par la loi bioéthique d'août 2004. Près d'un quart, il faut savoir, près d'un quart des couples pris en charge au cours de l'année parviennent à la conception d'un enfant. C'est énorme. Un quart des couples ont réussi à faire un enfant vivant. Un quart des couples, c'est énorme. Vous avez 25% de chance d'avoir un enfant vivant avec cette technique-là. Et en bonne santé, c'est énorme. Donc les étapes du DPI. Alors, là je vais vous récapituler un petit peu tout ça. Ça va être une vidéo hyper longue. Donc franchement, si vous n'êtes pas intéressé ou pas installé, etc., je vous conseille de prendre un thé, prendre un café ou de la regarder en plusieurs fois à la rigueur. Voilà, donc le DPI c'est une démarche très longue qui impose le recours à une fécondation in vitro en plusieurs étapes. À la procréation médicale et au diagnostic génétique sur l'embryon sont donc nécessaires avant le transfert d'un embryon indemne chez la femme. Le DPI est réalisé par des centres spécialisés dans les domaines de la génétique et de la procréation médicalement assistée. Alors qui peut bénéficier du DPI? Ça on l'a déjà dit, hein, les couples qui ont une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique rare, grave, reconnue, ne pouvant pas être guérie au moment du diagnostic, donc incurable. Pour cela, les caractéristiques génétiques de cette maladie doivent être préalablement identifiées au niveau des chromosomes ou de l'ADN chez un ou les deux membres du couple. C'est-à-dire qu'avant de faire ça, il faut que vous ayez déjà eu un rendez-vous avec une généticienne qui va vous faire une prise de sang ADN pour prouver que vous avez bien une copie chacun, ou une copie, un des deux en fait, du gène malade en question, pour prouver que vous avez du coup une chance, une probabilité du coup de transmettre une maladie grave à votre enfant. Voilà.
Également, vous êtes obligé d'être un homme et une femme pour faire ça. Hein. Je sais que ça peut paraître basique, mais maintenant on est de plus en plus à démocratiser le mariage gay, etc. Donc sachez que déjà si vous êtes gay, c'est impossible d'avoir droit à ça. C'est la France, c'est comme ça. Les conditions médicales génétiques. Alors plusieurs examens vont être prescrits afin de déterminer si les méthodes d'assistance médicale à la procréation nécessaires au début peuvent être mises en œuvre sur vous. Donc ça je vais vous en parler parce que ça je l'ai déjà vécu. Hein. Donc tout ce que j'ai déjà vécu, tout ce que j'ai déjà fait, je vais vous en parler plus en détail. Donc je vais vous lire la trame et après je vais vous expliquer moi mon expérience personnelle avec tout ça. Donc pour la femme, un bilan biologique, gynécologique permettra de mieux connaître le profil hormonal reflétant sa fertilité. Donc vous avez le dosage hormonal, le comptage des follicules réalisé au 3e jour du cycle, donc pendant vos règles. Ces 2 examens déterminent ce qu'on appelle la réserve ovarienne, donc savoir si vous ovulez bien, si vous avez des ovules de bonne qualité, si vous n'avez pas de problème de fertilité. Ensuite pour l'homme, examen du sperme, donc spermogramme, spermocytogramme et test de captation vont permettre d'évaluer la possibilité d'appliquer la technique. Parallèlement, l'équipe médicale du centre évolue la possibilité du diagnostic génétique afin de décider un DPI. Les analyses sont effectuées chez le couple et éventuellement chez ses proches. Alors ça c'est la même chose, c'est les analyses génétiques. Donc si il existe un test pour détecter cette maladie donc, avant la plantation, vous pouvez. S'il n'existe pas de test, vous ne pouvez pas. Donc là, au niveau des centres, il y a 4 centres aujourd'hui qui sont habilités à pratiquer cet examen. Donc vous avez le centre Paris-Clamart, là auquel moi je vais aller puisque je suis de région parisienne, le centre de Montpellier, centre de Strasbourg, centre de Nantes. Donc au niveau des équipes, vous allez devoir passer par plein de monde parce que vous allez avoir un anesthésiste, un biologiste médecin biologiste de la reproduction, un généticien, un gynécologue, un psychologue, une sage-femme et pas mal d'autres professionnels. Vous avez des andrologues, des psychiatres, vous avez vraiment plein de monde qui vont vous suivre parce que c'est dur là-dedans mais c'est dur en bas aussi. Donc voilà. Donc déjà, moi je vais vous expliquer toutes les étapes un petit peu, je vais arrêter de lire mon truc et je vais vous expliquer un petit peu déjà toutes les étapes que j'ai fait, les examens médicaux, tout ça. Donc déjà, la démarche, moi je l'ai entamée mi-juin 2017, mi-juin 2017, hein, entendez bien ça. Rien que la démarche déjà pour savoir quels documents il fallait faire, quels examens il fallait faire, est-ce qu'il y avait un délai d'attente particulier, vraiment je voulais vraiment juste me renseigner et quand on m'a dit écoutez en ce moment on a un délai d'attente qui est pas trop long puisque c'est un délai d'attente d'1 an, je vous conseille fortement de faire le dossier maintenant, sachant qu'on peut faire pause à n'importe quelle étape de votre parcours si jamais vous avez un souci personnel, un souci matériel, que vous perdez votre emploi, que vous n'avez pas un logement adapté, que vous avez un problème. On peut faire pause, on n'est pas là pour vous forcer et vaut mieux le faire en amont pour être sûr de ne pas attendre le jour J. Comme ça, quand vous êtes prêt, sachez que votre dossier il est prêt et que vous pouvez y aller quand vous voulez. Donc on vous conseille fortement de le faire maintenant si vous en avez la possibilité et si vous vous sentez prêt dans votre tête. Nous, on va vous envoyer par mail la liste en fait de tous les examens médicaux que vous allez devoir nous fournir, les pièces justificatives qu'il va devoir nous fournir et ainsi qu'un formulaire à remplir. Donc ça au niveau du formulaire, ils en ont pas parlé dans la trame. Je vais vous expliquer un petit peu parce que du coup moi ils m'ont envoyé en fait une liste de tout ce qu'il fallait que je fasse, donc comme ils ont dit comptage des follicules au 3e jour, dosage hormonal, etc. Et également moi ce que j'ai fait en plus c'est qu'en fait il y a un petit formulaire pour vous connaître. Donc vous avez votre âge, votre poids, votre métier, votre situation, si vous êtes marié, en concubinage, depuis combien de temps vous êtes avec votre compagnon, est-ce que vous avez déjà eu un enfant? Oui. Est-ce que vous avez mené votre grossesse à terme? Oui. À quel terme avez-vous accouché? Est-ce que l'enfant est encore vivant? Est-ce qu'il est décédé des suites de sa maladie? Etc. Donc vraiment c'est pour tout connaître vos antécédents familiaux, hormonaux, relationnels, enfin vraiment c'est pour tout savoir de vous, pour qu'on puisse mieux vous cerner, pour qu'on puisse savoir déjà si vous avez des problèmes de fertilité ou pas, parce que c'est ce que je vous dis, les problèmes de fertilité, malheureusement des fois il n'y a pas des traitements adaptés à votre problème, donc on peut pas malheureusement encore tout régler en France, je trouve ça vraiment, voilà on peut pas tout régler, donc du coup c'est plus ou moins réalisable. Voilà, et ensuite donc réaliser les examens médicaux, envoyer tout ça directement chez eux et après ils vont eux vous recontacter pour justement la validation. Donc ça c'est une étape assez importante, c'est du coup la validation du dossier pour voir si c'est fait, si c'est faisable. Donc il y a un gynécologue obstétricien
un généticien et un médecin de la reproduction qui vont examiner votre dossier pour vous dire si c'est possible, si par rapport à votre poids, à votre âge, etc. vous avez une solution, enfin il y a une solution de stimulation ovarienne, de traitement, de procédure, si votre corps va le supporter, si votre tête va le supporter, c'est hyper important. Et également vous avez tout le côté généticien, etc. qui vont déterminer si voilà, il y a des risques pour l'enfant, si il y a des méthodes de dépistage de cette maladie qui sont bien, tout ce que je vous ai déjà listé avant. Et donc du coup après on vous appelle pour vous dire voilà, est-ce que votre dossier est bon, votre dossier est pas bon. Alors moi j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir eu un souci au niveau de mon dossier parce qu'en fait mon poids était trop élevé à l'époque. À savoir que donc là depuis cette période là j'ai perdu en tout 18 kilos, ce qui est énorme, vraiment énorme, énorme. Et j'ai perdu donc l'équivalent de 18 kilos. Alors, je vous explique, quand j'ai fait cette demande, tout était ok, on m'a appelé, on m'a dit votre dossier est bon, on vous tiendra au courant pour un rendez-vous, donc le rendez-vous de consultation basique que je vais vous parler après avec la trame. On reviendra vers vous dans une semaine et demie pour vous donner un rendez-vous. Et j'ai une dame qui me rappelle 2 ou 3 jours après pour me dire voilà, écoutez, j'ai eu votre dossier, mais j'ai un souci au niveau de votre poids, il faudrait que vous me rappeliez, qu'on en discute ensemble, etc. Donc je l'appelle. Donc elle m'appelle par rapport à mon poids, elle me dit écoutez, votre poids est trop élevé par rapport à tous les traitements hormonaux, toutes les stimulations qu'on va faire. Tout le processus, en fait, votre poids est trop élevé et déjà qu'il y a des risques de reprendre du poids avec tous les traitements hormonaux, c'est bien connu. Si vous avez déjà un poids qui est assez élevé, ça va un petit peu bloquer au niveau du dossier et on ne pourra pas vous faire cette démarche, on ne pourra pas vous faire la FIV. Moi j'étais dégoûtée parce que j'ai eu un ascenseur émotionnel parce que c'est vrai qu'on m'a dit tout était ok, tout était bon, vous êtes jeune, vous êtes fertile, ça va marcher, il n'y a pas de problème, tout ça. Et puis on m'appelle pour me dire t'es trop grosse. Clairement c'est ça, c'est t'es trop grosse. Et j'ai dit, bah écoutez, il faudrait que je pèse quel poids, il faudrait que je perde combien de kilos, est-ce que, comment on fait, est-ce que vous allez mettre mon dossier en attente, comment ça se passe, est-ce que je vais devoir réattendre le délai si je mets 1 an, ou si je mets 6 mois, ou si je mets 8 mois à perdre mon poids, comment je fais? Elle me dit, bah écoutez, ce qu'il faudrait que vous perdiez, éventuellement, ce serait 15-20 kilos. 15-20 kilos. Elle me sort ça sans pression, 15-20 kilos, c'est énorme. Enfin, elle me demande de perdre 15-20 kilos. J'étais juste tellement choquée, tellement déçue. Je lui dis mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez de perdre 20 kilos? Parce que c'est hyper compliqué de perdre 20 kilos quoi, enfin ça me paraissait impossible. Et l'autre, elle me sort, bah écoutez, prenez votre temps pour perdre votre poids et puis nous on met votre dossier en attente et puis vous nous recontactez dès que vous avez perdu au moins 15 kilos. Si vous n'arrivez pas à 20, déjà à partir de 15 kilos vous pouvez nous rappeler. Donc j'étais dégoûtée, je rentre le soir, j'explique tout à mon chéri, il me dit oh écoute c'est des cons, laisse tomber, t'es déjà tombée enceinte alors que t'étais plus costaud que ça, c'est pas un problème de ça, machin, laisse tomber, on va essayer sans et puis on verra bien tout ça. Donc j'ai lâché l'affaire, parce que ça c'était au mois de septembre de l'année dernière qu'on m'a recontacté tout ça. Donc j'ai lâché l'affaire, on s'est dit voilà au mois d'octobre, comme j'avais trouvé un travail tout ça, on s'est dit qu'on allait essayer de faire un enfant, on savait qu'on allait déménager machin machin. Et puis, donc le temps passe, les mois passent, j'y pense plus trop, hein, au DPI, tout ça. Et puis, je parlais avec une abonnée justement qui a aussi envie d'avoir des enfants et qui, elle, n'a pas de soucis de maladie génétique, mais qui a juste des soucis, je pense, de fertilité. Enfin, je ne sais pas, hein, je ne suis pas médecin, mais qui a du mal à tomber enceinte. Il me semble que ça fait plus d'1 an et demi qu'elle l'essaie avec son copain et malheureusement, elle n'y arrive pas. Et à chaque fois, elle est un peu déçue. Donc c'est vrai qu'on se parle, comme on a ce désir d'enfant un peu en commun. Et la dernière fois, elle m'a dit, bah tiens, comme t'as perdu du poids, pourquoi tu recontactes pas le DPI? C'est vrai que j'ai dit, bah c'est vrai que j'ai pas pensé en fait, parce que j'avais perdu que 12 kilos, enfin que, c'est pas mal, mais j'avais perdu 12 kilos, je me suis dit, ça se trouve, ils vont me dire 12 kilos c'est pas assez, etc. Je dis, bah je préfère attendre encore quelques mois que je stabilise mon poids et que je perde encore un peu, plutôt que d'y aller maintenant et de prendre un refus. Il me dit mais de toute façon ça coûte rien d'envoyer un mail pour dire que voilà t'as déjà perdu 12 kilos, est-ce qu'il faut que t'attendes encore plus, est-ce que ça leur va, est-ce que tu peux avoir un rendez-vous, etc. Elle me dit perds pas trop de temps parce que si c'est aussi long que ça, à chaque fois tu me dis que c'est long et tout, essaye de les contacter maintenant. Donc du coup j'écris un mail, etc. Donc un pavé, je me représente, voilà, je suis madame Intel, j'ai déposé un dossier l'année dernière chez vous, vous m'avez dit de perdre 15 à 20 kilos, j'ai déjà perdu 12 kilos, ça fait 1 an que j'essaie de les perdre et voilà, là ça stagne un petit peu, est-ce que ça vous convient, est-ce qu'il faut que je perde encore du poids, est-ce qu'il faut que je refasse les examens, etc. etc. Et j'ai reçu un mail 2-3 jours après, donc ça a été assez rapide finalement.
au niveau de la réponse, pardon, je suis toujours malade. Voilà. Et ça a été super rapide au niveau de la réponse. Et elle m'a dit, bah écoutez, oui en effet 12 kilos c'est énorme, bah félicitations à vous, bien sûr, je vous contacte dans la semaine pour vous donner une date de rendez-vous. Donc j'étais super contente, franchement. Et du coup elle m'appelle 2 ou 3 jours après, pareil, pour me dire voilà, bah écoutez, je vous ai mis un rendez-vous pour fin septembre, directement avec le médecin qui va vous expliquer. Donc c'est le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous où on va tout vous expliquer, on va tout mettre à plat, on va tout organiser, on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer par rapport à votre cas, on va faire un point sur votre santé, comme vous avez perdu du poids, etc. On va tout revoir avec vous, c'est un rendez-vous point en fait. Donc je dis ok. Et du coup, bah donc j'étais super contente et tout. Et puis j'ai rendez-vous donc la semaine prochaine, le 24 septembre. Je ne sais pas du tout comment va se dérouler cette vidéo. Je ne sais pas si je vais la poster avant, après. Enfin, je sais pas. Je pense que j'essaierai de la poster peut-être dimanche. Je vais voir. Voilà, pour que au moins ce soit en ligne avant le rendez-vous. Et comme ça, après le rendez-vous, je pense que je referai une vidéo dans quelques semaines pour essayer de faire suivre un petit peu l'avancement de la chose. Voilà. Et donc j'étais super contente et tout. Et entre temps, j'ai reperdu encore du poids. Donc je me suis dit, comme ça va être bien. Ils vont pas... comme ça, au moins, ils vont voir que je fais des efforts et tout. Donc super contente. Et là, je vais vous parler un petit peu de la consultation en elle-même, ce qu'elle est censée comporter. Donc la consultation qui s'appelle consultation pluridisciplinaire. Donc si les conditions médicales et génétiques sont réunies, et après l'accord donc de la commission, le centre d'EPI vous recevrez lors d'une consultation pluridisciplinaire associant généralement le généticien, gynécologue, biologiste, anesthésiste et psychologue. Il s'agit d'un véritable échange entre l'équipe médicale et le couple. En pratique, cette consultation se déroule sur une demi-journée ou une journée et a pour objectif de vous expliquer les différentes phases de la fécondation in vitro, efficacité, enchaînement des étapes, risque d'échec, le diagnostic génétique ainsi que les différents résultats susceptibles d'être obtenus et leurs conséquences sur le déroulement du DPI. À chaque étape, l'équipe médicale valide avec vous votre choix de poursuivre ou non. Donc c'est ça que je vous dis, c'est que vous pouvez à tout moment arrêter. À l'issue de la consultation, pour déclarer que les informations vous ont bien été transmises et donner votre accord sur la suite de la prise en charge, il vous sera demandé de signer les formulaires de consentement, puisque c'est la loi bioéthique, hein, c'est hyper encadré, heureusement. Ensuite, on va, du coup, une fois qu'on a signé tout ça, alors, dans le schéma là que j'ai, ils mettent mise au point du test génétique par le centre de DPI. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le truc génétique pour nous, s'il faut refaire une prise de sang ou si c'est, ils vont mettre en place justement le test génétique pour les futurs embryons quand ils vont devoir les tester en fonction de la maladie que nous, on peut transmettre. Je pense que c'est plutôt ça. Et ensuite, on peut passer à la phase de la conception. Alors là, je ne sais pas du tout, mais alors je ne sais pas du tout le temps de battement qu'il y a entre le rendez-vous que moi j'ai là, la semaine prochaine et tout le protocole de stimulation, le protocole de FIV. Ça, je ne sais pas du tout. Et d'ailleurs, c'est une immense crainte. Franchement, pour moi, je vais vous le dire, c'est une immense crainte parce que j'ai très peur en fait de l'organisation. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, j'ai très peur parce qu'il faut être énormément là, il faut être énormément disponible, il faut pouvoir y aller tous les jours, être hospitalisé pendant 1 ou 2 journées. Il faut... Enfin, j'ai vraiment peur du côté organisation parce que je suis peut-être en train de changer de travail et je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas si je vais être prise pour le nouveau travail, je sais pas si je vais avoir des disponibilités, je sais pas si je reste sur mon employeur actuel, est-ce qu'il va vouloir être conciliant à me laisser... Enfin, je sais pas et franchement ça me fait flipper et c'est pour ça que je suis pressée d'être à cette réunion pour pouvoir un petit peu expliquer tout ça en fait, hein. Donc voilà. Donc là je vais vous parler un petit peu de tout ça, enfin comment c'est censé se passer et après je vous ferai une autre vidéo je pense dans peut-être 2 semaines pour vous expliquer du coup tout ce que j'ai appris à la réunion, comment ça va se passer pour mon cas, les prochains rendez-vous que je vais avoir, quand est-ce que ça va se faire, tout ça. Donc là pour le protocole de stimulation, il y a un bilan en fait qui est fait en fait. Donc généralement les examens c'est ceux qui vous ont été prescrits avant même en fait de vous donner le premier rendez-vous, donc ceux que vous avez donné avec votre dossier avant la validation. Et pendant justement cette réunion pluridisciplinaire, on peut vous demander, le gynécologue peut vous demander d'autres examens à faire en plus, surtout si comme moi votre dossier il date et que vous avez perdu du poids entre temps.
Franchement, si vous avez perdu du poids entre temps, c'est très fortement possible que votre généticien il vous dise bah écoutez madame, voilà hein, ça fait 1 an que vous avez pas fait d'examen, peut-être qu'il faudra en faire un autre, je ne sais pas. Voilà. En fonction de ça, le biologiste et le gynécologue vont réaliser comment dire, un protocole de stimulation personnalisé pour votre cas à vous. En fonction de vos problèmes, de votre poids, de vos antécédents, de ce que vous avez déjà eu des enfants, tout ça. Du coup, voilà. Alors, après, va y avoir tout le processus même de la stimulation ovarienne. Et c'est ça qui me fait vraiment flipper, parce que déjà, je suis quelqu'un qui a extrêmement mal aux ovaires. Parce que quand j'ai fait justement ces examens-là il y a 1 an, c'est là qu'on m'a dit que j'avais beaucoup de follicules qui étaient très nombreux, que ça se bousculait là-dedans et que du coup mes ovaires étaient très gonflés et c'est pour ça que ça me fait très mal quand j'ovule et quand j'ai mes règles, etc. Parce que j'ai ça, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur, enfin je le prends avec le sourire parce que j'espère qu'on va m'apporter réconfort et qu'on va me, comment dire, qu'on va me rassurer, voilà, enfin s'il faut que j'ai mal pour avoir un enfant en bonne santé j'aurai mal, franchement je m'en fiche, mais voilà, c'est un petit peu du stress, hein, c'est normal. Donc voilà, donc la stimulation ovarienne consiste en injection d'hormones pendant environ 10 à 12 jours. Alors ça aussi c'est hyper peur. Est-ce que c'est 10 à 12 jours tous les jours ou est-ce que on le fait une fois et ça dure 10 à 12 jours? Est-ce que, je vous pose des questions à vous mais vous ne le savez pas encore, est-ce que pendant ces 10 à 12 jours, est-ce qu'il y a une infirmière qui vient? Est-ce que je peux me le faire toute seule? Est-ce que mon mari peut me le faire? Ou est-ce qu'il faut que j'aille tous les jours à l'hôpital avant d'aller travailler? Est-ce que j'ai un rendez-vous? Est-ce qu'il faut que j'attende 2 heures avant de pouvoir... Enfin, comment ça se passe? Je ne sais pas. La croissance de ces follicules est ensuite surveillée régulièrement par des échographies et des dosages hormonaux. Les échographies suivent la croissance des follicules et les dosages réalisent la qualité des follicules. Lorsque les follicules sont prêts et matures, on déclenche l'ovulation grâce à une injection d'hormones, encore une, appelée HCG, la même que vous sécrétez quand vous êtes enceinte. L'injection est hyper précise car il détermine celui de la ponction folliculaire qui aura lieu 36 heures après. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au moment où vos follicules sont matures, il faut absolument que vous soyez disponible pour qu'on vous fasse une injection et que 1 jour et demi après, on puisse vous hospitaliser pour vous enlever vos ovocytes pour qu'on puisse faire la fécondation in vitro par la suite. Donc en fait c'est vraiment tout ça qui me fait peur, c'est même pas le fait d'être enceinte après, c'est même pas le fait de devoir suivre ma grossesse après, c'est même pas le fait là d'être dans l'attente, c'est le fait de comment ça va se passer au niveau de l'organisation, parce que quand on travaille et quand on travaille avec des horaires spéciaux, comment on fait? Clairement c'est ça, comment on fait? Là j'ai eu la chance, je dis bien j'ai eu la chance de ne pas travailler ce lundi-là, parce que comme c'est écrit dedans, ça peut durer une demi-journée, ça peut durer 2 heures, ça peut durer toute la journée. Donc ça, on ne sait pas. Ça dépend s'il y a du retard, ça dépend si c'est des entretiens individuels avec chacun des professionnels ou si c'est dans une grande salle et que... Je sais pas du tout comment ça se passait. Donc j'ai eu la chance de ne pas travailler ce jour-là. Mais bon. Donc après, on vous prélève du coup les ovocytes. Donc il faut qu'on vous anesthésie pour vous prélever ça, parce que ça fait quand même pas super agréable, donc on vous anesthésie. Et ensuite, on les prélève généralement par voie vaginale, hein, voilà. Et voilà, donc justement pour ça, il faut que vous voyiez un anesthésiste, parce que comme il faut qu'on fasse une anesthésie, il faut que vous voyiez s'il y a des risques par rapport à votre poids, enfin c'est tout un processus. Et pendant que on vous prélève vos ovocytes, votre mari doit donner un échantillon de sperme pour que l'on puisse tout simplement par la suite faire en fait dans la même journée, limite dans la même heure en fait, la fécondation tout de suite. Voilà, pour que les ingrédients soient les plus frais possible. Voilà. Et ensuite, au niveau de l'obtention des embryons, donc il faut savoir qu'on vous les met en culture et qu'on va ensuite réaliser la biopsie embryonnaire. La biopsie embryonnaire, c'est ça qui va pouvoir nous permettre d'avoir un enfant sain dès le début. Donc en fait, on va les mettre en culture, on va les laisser se développer pendant 2-3 jours, environ, généralement c'est plutôt 3 jours, jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs cellules à prélever pour pouvoir les tester. Donc généralement, au bout de 3 jours, ils ont 8 cellules. Donc je vais essayer de vous montrer, voilà, au bout de 3 jours, 8 cellules. Donc on en prélève 1 ou 2 pour tester la cellule et pour savoir du coup si, si du coup on peut vous en transférer et si oui combien. Donc le diagnostic,
génétique des embryons. Une fois la biopsie réalisée, le diagnostic est pratiqué le jour même pour chaque embryon. Seule la maladie pour laquelle le couple représente des risques de transmission est recherchée. C'est-à-dire que si jamais vous avez la malchance que votre enfant soit atteint d'une autre maladie que celle pour laquelle vous avez fait le diagnostic préimplantatoire, on ne vous le dira pas puisqu'on ne teste que le gène qui est possible d'être transmis. En même temps, ils ne vont pas faire tester sur tous les chromosomes, ça je peux comprendre. Et vous imaginez... Ah non, non, j'imagine pas, mon Dieu. Ce diagnostic est pratiqué sur une ou deux cellules de l'embryon et repose sur l'utilisation de techniques particulièrement complexes qui recherchent la présence d'une anomalie génétique sur la cellule étudiée. Seuls les embryons indemnes de la maladie seront conservés en vue d'un transfert. Malgré la complexité de cet examen, le résultat du test génétique est rendu dans un délai très court afin de décider rapidement du transfert de l'embryon. Le généticien du centre vous communiquera ce résultat lors d'une consultation programmée le lendemain ou le surlendemain du diagnostic. C'est-à-dire qu'ils vous tiennent au courant, ils font le diagnostic, ils le font le jour même et le lendemain ou le surlendemain, ils vous appellent pour vous donner un rendez-vous pour vous dire combien d'embryons en fait il y a. Donc en fonction des résultats du diagnostic génétique, les conditions médicales ou techniques, l'équipe médicale décidera s'il est possible de procéder à un transfert ou pas. Dans certaines situations, des embryons non transférés pourront être congelés en vue d'un transfert futur. Le transfert embryonnaire consiste à déposer l'embryon dans l'utérus. C'est un geste simple et indolore, parfois pratiqué sous contrôle échographique, qui ne nécessite ni anesthésie ni hospitalisation et est réalisé au moyen d'un cathéter fin et souple introduit par voie vaginale dans l'utérus. Pour réaliser cet acte, la femme est allongée en position gynécologique. L'embryon est alors déposé à l'intérieur de l'utérus. Après le transfert, elle pourra reprendre une activité normale en évitant toutefois les efforts importants, genre porter les cartons, rester debout toute la journée, quoi. Une fois le transfert réalisé, la probabilité d'obtenir une grossesse est d'environ 30%. Voilà, et après, en cas de grossesse confirmée par le test, une première échographie est programmée. Cet examen permet de déterminer si la grossesse est unique ou multiple. Parce que ça aussi, il faut vous préparer à ça, savoir que généralement, ils en mettent 2. Généralement. Vous pouvez en demander à ce qu'il n'y en ait qu'un, mais après c'est à vos risques et périls, parce que si jamais il n'y en a aucun qui... Enfin, si le seul que vous avez été implanté ne prend pas, après vous avez une pause de plusieurs mois, généralement, pour laisser votre corps se reposer et redémarrer tout le processus. Donc généralement, enfin moi je sais que si ils acceptent de m'en mettre 2, j'en mets 2. Hein. Si j'ai des jumeaux, bah, j'aurais eu qu'une grossesse et puis c'est tout. Enfin, clairement, refaire un processus comme ça, s'ils acceptent de m'en mettre 2, j'en mettrai 2. Voilà. Donc si la grossesse est multiple ou unique, si l'embryon ou les embryons se développent bien, dans la majorité des cas, les grossesses se déroulent totalement normalement et vous pouvez décider de vous faire suivre par le gynécologue de votre choix en hôpital ou en ville. En l'absence de grossesse, l'analyse des données et des différents résultats permettent éventuellement à l'équipe du centre de comprendre pourquoi ça a échoué et à l'occasion d'un nouvel entretien, vous pourrez exposer vos intentions et faire part de vos interrogations si vous voulez poursuivre ou arrêter la procédure. Malgré la déception liée à l'échec de la tentative, laissez le temps de la réflexion. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo qui j'espère n'a pas été trop brouillon. J'ai pris la trame justement pour pas que ce soit brouillon. Moi je vais vous faire part de mes inquiétudes à l'heure actuelle, puisque je pense que vous allez me demander un petit peu comment ça se passe dans ma tête. Bah, j'ai hyper hâte, mais en même temps j'ai hyper peur, parce que en fait si vous voulez, j'ai envie qu'on dise que ça se passe bien, que ça va être rapide entre guillemets. J'ai envie d'avoir cet enfant, j'ai envie qu'il soit en bonne santé, j'ai pas envie de me poser des questions, de se dire oh là là, est-ce que je vais pouvoir le garder, est-ce que je suis pas enceinte et est-ce que je vais devoir avorter. J'ai pas envie de me poser toutes ces questions là, donc dans un sens je suis très contente et hyper pressée. Voilà, j'espère que ça va fonctionner, j'espère que tout va bien se passer. Mais j'ai extrêmement peur qu'on me dise voilà, vous êtes encore trop grosse, vous perdiez encore du poids. Voilà, j'ai peur que si jamais je refasse des examens, qu'on me dise que ça va pas parce que j'ovule trop, j'ovule pas assez, parce que j'ai peur que voilà, au niveau de l'organisation, tout ça, j'ai peur que ça se passe mal, parce que j'ai peur qu'avec mon employeur je sois obligée de faire des arrêts maladie pour pouvoir aller à mes rendez-vous. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Je suis assez stressée d'ailleurs, je suis rouge, je suis toute rouge de vous en parler parce que c'est hyper important et c'est hyper délicat et
En même temps, j'ai envie de partager ça avec vous parce que je me dis que je pense que je suis une des premières à faire ça, à en parler, à partager mes craintes, partager mes angoisses, partager mes moments de bonheur, partager mes interrogations, tout ça, à vous faire suivre tout ça. Je pense que c'est important qu'en France, avec tous les soucis de santé que l'on a encore, avec toutes les maladies que l'on ne connaît pas encore, tout ça, tous les remèdes que l'on n'a pas encore, pour moi c'est important de vous partager tout ça pour que justement un maximum de femmes, un maximum de parents qui se posent la question de mince, comment on va faire, mince, est-ce qu'on choisit ça ou est-ce qu'on choisit ça, c'est quoi la meilleure option, qui sait justement, moi mon expérience, notre expérience à nous deux, pour se dire c'est le meilleur choix, on préfère faire naturellement ou ça c'est le meilleur choix. Et vraiment voilà, je suis pas là pour influencer, je pense que je suis plus là pour aider, pour guider. Et voilà, si jamais vous avez connu un petit peu tout ça, vous souhaitez en parler, je mets toujours mes réseaux sociaux en barre d'infos, vous pouvez venir me contacter, il n'y a aucun problème, je suis très ouverte, j'adore parler, je réponds à tout le monde. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop brouillon, si jamais vous avez des questions à me poser, enfin voilà, des choses que je sais, hein, parce que si je sais pas, je peux pas vous répondre. Si jamais vous avez des questions à me poser, si jamais vous avez des avis, est-ce que pour vous ça vous intéresse cette série de vidéos? Est-ce que pour vous c'est intéressant que je partage ce parcours-là? Est-ce que vous regarderez cette série de vidéos? Voilà. Est-ce que vous avez des choses particulières à dire sur cette série de vidéos? Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? En tout cas, je vous remercierai de partager un maximum, pas pour mes vues, pas pour mes abonnements, pas pour mes likes, mais pour les personnes qui justement sont dans la recherche de témoignages comme ça et qui cherchent des réponses, qui cherchent des arguments, qui sont dans l'optique aussi de faire un enfant mais qui ne savent pas comment faire. N'hésitez pas à partager pour ça, pour ces gens-là, pensez à eux. Clairement, je demande pas de partage pour des sous, comme ce qu'on a pu me dire aussi. La vidéo de ma fille, si je vous ai demandé de la liker, de la partager, tout ça c'est pour qu'on fasse remonter, pour que les gens connaissent cette maladie, pour que peut-être un jour qu'on puisse faire changer les choses, je ne sais pas, je ne suis pas idéaliste, mais bon, voilà, peut-être qu'un jour, avec tous ces témoignages, on pourra peut-être faire un peu plus bouger les choses, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, généralement, si vous voulez des nouvelles plus régulières, que ce soit beauté, santé, bébé ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vous disais. Parce que je pense qu'après le rendez-vous, sûrement, je ferai un petit snap, je dirais que ça s'est bien passé. Mais je m'étalerai pas trop parce que je pense que vraiment, je voudrais bien vous le dire dans la vidéo. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!